Justine, vous êtes coach et auteure d'un livre où vous racontez votre combat contre l'anorexie mentale. Et dans cet entretien, nous allons évoquer ce qu'est le quotidien d'une personne en proie à des troubles alimentaires compulsifs et les pistes pour s'en sortir, ce qui a été votre chemin. Tout d'abord, on découvre dans votre livre que la nourriture est un sujet qui occupe une large partie de vos préoccupations quotidiennes. Pouvez-vous nous raconter votre quotidien avant d'emprunter le chemin de la guérison ? Quelles sont les choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'est pas anorexique et qui, en fait, pour vous, vous prenez la tête, entre guillemets? Oui, bien sûr. Donc, en fait, avant mon hospitalisation, j'ai eu une phase d'à peu près une année, une année même plus, où je me rendais compte que tout tournait autour de mon alimentation. Donc, il y a la nourriture, oui, mais de la nourriture découle d'autres choses. C'est-à-dire, à quelle heure je vais manger, qu'est-ce que je vais manger. Mais si je mange à telle heure, je vais peut-être pas faire telle activité. Je vais peut-être pas voir telle personne qui veut me voir à telle heure parce que ça va changer mes plans. Il y a aussi l'aspect sportif, parce que bien souvent, on a ce qu'on appelle des phénomènes de compensation où la moindre ingestion de calories va entraîner une culpabilité qui, derrière, va nous faire compenser par soit une privation lors des repas suivants, soit du sport, mais ça peut être de la marche, sauf que ça ne va pas être 30 minutes de marche à 5 km/h. Ça va plutôt être 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures de marche peut-être. Et puis, dans mon cas précis, c'est vrai qu'avant l'hospitalisation, en fait, j'étais dans une boucle infernale où je me rendais compte que j'en venais à refuser les invitations de mes amis. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, s'il y avait un dîner, un déjeuner à l'extérieur, j'avais pas le courage d'affronter ça. Donc, je me mettais sur les cartes des restaurants, je regardais, j'analysais tout. Je tournais ça dans ma tête. Et à côté, j'avais en tête le repas que je voulais prendre chez moi. Où, évidemment, je pesais tout au gramme près. Et j'arrivais pas à sortir de cette zone de confort dans laquelle j'étais, qui était hyper restrictive et hyper contrôlée. Et c'était un schéma hyper malsain, finalement. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Quand je me levais, la première pensée que j'avais, c'était la nourriture. Donc, à partir du moment où j'ouvrais les yeux, il fallait que je saute de mon lit. Et en fait, c'était ça tout au long de la journée. Lors du repas du midi, je pensais à ce que j'allais manger le soir. Parfois, je notais aussi, parce que j'avais peur d'oublier, alors que je savais très bien que je n'oublierais pas. Le soir, après dîner, j'avais hâte d'être au lendemain matin. Pour manger ? Ah bah oui, oui, oui. Il y avait même une phase où j'étais tellement faible. Là, c'était une phase où vraiment j'étais sous-alimentée, aucun glucide, aucun lipide. J'étais dans un état, j'avais mal à l'intérieur de mon corps, partout. C'était horrible. Je faisais du sport malgré tout. Et j'étais affamée, mais réellement affamée. Et je me couchais vers peut-être 21h. Je me sentais pleine parce que oui, j'avais mangé 2 courgettes, alors forcément ça remplit l'estomac. J'avais presque envie de vomir, puisque je buvais aussi pour me remplir. Mais à 3h30 du matin, je me réveillais affamée. J'essayais de me rendormir, j'y arrivais plus. Enfin, cette phase-là a duré 3 ans, mais voilà, c'est pour vous donner un aperçu. Et au-delà de ça, en fait, un point aussi qui me gênait avant mon hospitalisation, c'était de mentir. De mentir aux autres, mais de me mentir à moi-même, en fait. Mentir aux autres dans le sens où si j'allais pas dîner quelque part, j'allais pas dire je viens pas parce que en fait j'ai une maladie qui me gâche la vie. Non, parce que déjà j'en étais pas consciente, pardon. Mais c'était surtout je trouvais des prétextes pour justifier mon absence. Alors soit j'avais déjà autre chose de prévu, soit j'avais une formation, enfin voilà. Après, étant toujours très active, ça choquait personne. Mais moi derrière, ça me faisait quand même souffrir de m'éloigner de ces personnes,
Et c'était compliqué. Partir en week-end, pareil, il fallait que je réfléchisse à l'avance, que j'anticipe tout, ça m'angoissait à un point pas possible. Enfin, c'était assez lourd. En lisant votre livre, on voit qu'en fait, il y a des périodes où vous perdez beaucoup de poids et des périodes où vous en reprenez beaucoup. Alors, moi, j'avais naïvement certainement l'image que l'anorexie, on fait toujours 40 kilos en gros, mais c'est pas le cas. Donc, il y a différentes formes. Et c'était quoi en fait? Vous contrôlez la nourriture, mais de manière différente parfois? Comment ça marche? Alors, c'est hyper variable. C'est vrai que dans mon livre, du coup, vous avez pu voir que je suis passée par plusieurs phases. Il n'y a pas eu que des phases d'anorexie. J'ai commencé comme ça, quand j'avais peut-être 14 ans, là où je suis vraiment entrée dans le vif du sujet, où vraiment je me privais énormément. C'est-à-dire que je me disais, ok, tu manges un tiers de ce que tu mangeais avant. Et j'avais commencé... Pourquoi vous êtes dit ça? Parce que je m'étais imposé ça. Après, il n'y a pas de logique. Pourtant, mon cerveau existe, je suis à peu près bien câblée, je pense, mais non, là, il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de... Rien n'est plus sensé, enfin, c'est hyper étrange. Et donc, j'ai commencé comme ça, et c'est vrai que là, du coup, c'était une restriction alimentaire pure, ça allait, ça n'a pas duré longtemps. Évidemment, ça m'a fait perdre du poids, donc j'avais commencé peut-être à 50 kilos. Forcément, j'ai perdu 1, 2, 3, 4, 5. Et puis là, quand on est dans cette phase-là, eh ben, il y a une espèce d'euphorie interne, d'adrénaline qui est là et qui donne envie de continuer encore et encore et encore. Parce qu'on maîtrise son corps? Parce qu'on a le contrôle, parce qu'on maîtrise, parce qu'on se sent bien. Alors que finalement, on ne se sent pas si bien dans son corps, puisque notre corps, on le voit toujours déformé. Ce qu'on appelle la dysmorphophobie, ça c'est un symptôme commun à peu près à toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui ne se voient pas telles qu'elles sont. Ça, c'est vraiment une base. Et après, j'ai eu aussi d'autres phases. C'est-à-dire que j'ai eu des phases où, m'étant privée pendant un certain temps, qu'est-ce qui se passait à un moment donné? C'est que je compensais la privation, puisque le corps a une mémoire, le corps se souvient. Le mot régime, qui aujourd'hui me paraît aberrant, que je déteste, ça implique des privations, qui impliquent derrière des compensations. Ce qui est logique, ça s'équilibre, tout s'équilibre dans la vie, y compris à ce niveau-là. Et donc là, j'étais à peu près mononourriture. Donc j'ai eu des phases, je mangeais l'après-midi, je me rappelle. Alors des fois, c'était 500 grammes de pâtes, crues, je précise. Donc ça veut dire 1,5 kg cuit. Donc je mangeais ça pour le goûter. Et c'était ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, il y a eu une phase McDo. Ça, c'était vers les 15 ans, vers mes 15 ans à peu près, avec une amie, mais c'était n'importe quoi. Je pouvais manger, 20 nuggets tous les après-midi. Et ma plus grosse prise de poids, ça a quand même été 11 kilos en 3 semaines. Donc, on voit que, voilà. À cette époque-là, je compensais, c'était pas équilibré en termes de nourriture, je ne faisais pas de sport, il n'y avait pas d'autres compensations. Pareil, à ce moment-là, pour moi, il n'y avait pas de problème, c'était normal, etc. Et votre entourage ne vous disait rien? Non, parce qu'ils ne le voyaient pas forcément. 11 kilos en 3 semaines, ils ne l'ont pas vu? Elle est comme ça. Okay. Voilà. J'ai pas forcément eu un entourage, on va dire, très soutenant, du moins niveau familial. Les seules choses dont je me souviens par rapport à mon père, par exemple, c'est de me dire il suffit d'arrêter de manger ou de manger moins. Dans ces cas-là, on n'a même pas envie d'essayer de parler parce que la personne ne nous comprend pas et ça vient tout de suite nous heurter et nous faire du mal parce que les personnes ne comprennent pas que c'est quelque chose de bien plus profond. Mais même aujourd'hui, je pense que si je parle à mon père de ça, il me dira t'étais un peu bouboule à un moment donné. Et puis après, tu es devenu comme un mannequin. Mais oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Mais bon. Donc à ce niveau-là, voilà. Et côté maternel, vu que ma maman avait elle-même des troubles du comportement alimentaire, forcément, elle n'allait pas se rendre compte parce que je pense que j'ai aussi, quand j'étais plus jeune, entre peut-être 7 ans et 16 ans, j'ai copié plus ou moins ce qu'elle faisait.
Et elle était dans des phases de restriction, dans des phases de minceur, dans des phases de grosseur, dans des phases de minceur, dans des phases de grosseur. Je mange pas, je mange beaucoup, je mange des courgettes bouillies, puis tout à coup je mange que des chips. Enfin, voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de soutien. Mes amis ne se rendaient pas compte, du moins à cet âge-là. Ils ont plus vu qu'il y avait un problème plus tard. Ils l'ont vu avant moi, hein, clairement, mais plus aux alentours, je dirais, de 25 ans, et vers mes 30 ans, où là, vraiment, je faisais un 32. Mais mon 32, je disais qu'en fait, ce 32 n'était pas vraiment un 32. C'était la marque qui taillait grand. Mais j'étais convaincue de ça, hein. Voilà. Dans ma tête, c'était clair, net, précis. On me disait, tu manges pas assez. J'envoyais même pendant une période des photos à quelques amis pour dire, regarde, je mange. Mais oui, mais en fait, avec le recul, je me rappelle de ces photos. Effectivement, c'était des plats énormes. Mais c'était quoi? C'était des carottes. C'était que des aliments en fait hyper sains, pas caloriques, qui tiennent pas au corps. Donc voilà. Et dans tout ça, moi, j'étais convaincue en fait du fait que j'étais entre guillemets normale. Et ça vous arrivait peut-être d'aller voir votre médecin généraliste et il vous disait rien? Mon médecin généraliste n'a jamais rien dit. Je pense qu'une personne du corps médical qui aurait pu s'en rendre compte était mon gynécologue. J'y allais pas très souvent, mais j'ai eu plusieurs périodes de ma vie sans règles, qui est un des symptômes des troubles du comportement alimentaire, en particulier l'anorexie, la boulimie aussi. En fait, le corps a plus de force pour fonctionner correctement. Et l'endomètre se trouve au repos. C'est ce qu'il m'avait dit d'ailleurs mon gynécologue à l'époque, que j'avais l'endomètre au repos. 3 ans après, je suis retournée le voir. Et là, il m'a dit, non mais vous avez un problème. D'accord. Il a vu ma corpulence, il n'a jamais émis une hypothèse quant au fait que j'avais des problèmes alimentaires pourtant. Enfin, aujourd'hui, moi, avec le recul, je me dis, mais ça paraît évident, mais non. Alors, vous évoquez aussi tout au long de votre livre des symptômes comme l'hyperactivité ou encore le perfectionnisme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de comment ça se manifestait et aussi votre lecture que vous en avez aujourd'hui? Oui, alors effectivement, l'hyperactivité et le perfectionnisme sont deux choses qui me caractérisaient beaucoup et qui, je pense, sont relativement parlantes dans les personnes qui ont une alimentation troublée, du moins dans des cas, on va dire, un peu sévères et avérés, diagnostiqués. Bien souvent, par exemple, on va retrouver des anorexiques qui ne mangent pas, très très peu, et qui vont surcompenser par une activité physique qui va durer des heures, comme je disais tout à l'heure. Mais quand je dis des heures, là j'ai l'image qui me vient en tête d'une personne quand j'étais hospitalisée, qui était à la chambre en face de la mienne, et je crois qu'elle pesait peut-être 32 kilos. Elle mesurait 1,75 m. Et elle disait qu'elle mangeait. C'est peut-être vrai, peut-être pas. Maintenant, elle sortait dans le parc de la clinique et elle marchait mais à un rythme intense pendant, ça pouvait durer 10 heures, 12 heures. Et c'était normal. Et en fait, ça choque pas les personnes malades, entre guillemets, de voir ça, puisque c'est évident. Une autre anecdote là qui me vient, et là c'est véridique, et ça peut paraître fou. Une personne, en fait, à un moment, j'étais plus en chambre simple et j'ai partagé ma chambre avec quelqu'un. Et ma colocataire de chambre était hyperactive, physique. Et il lui est arrivé
de marcher 20 km dans la journée dans la chambre. Et c'est que des choses comme ça. Ça paraît complètement dingue. Et c'était pas le confinement, on est d'accord, hein. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, parce que dans cette clinique, comme vous avez dû voir dans le livre, au début, notamment au début, pendant, on va dire, à peu près un mois, on est enfermé dans notre chambre, on n'a pas le droit d'en sortir. Et donc, il y en a qui respectent, qui arrêtent toute activité, mais il y en a qui ne le font pas. Ce qui est dommage, puisque les personnes qui viennent pour guérir sont censées jouer le jeu. Après, c'est pas évident parce que la maladie a une voix tellement puissante et c'est tellement insidieux que on peut pas s'empêcher. Moi, c'est vrai que les 2-3 premiers jours, j'ai commencé à faire du sport dans ma chambre. Après, je me suis dit, bon, là, en fait, t'es pas là pour ça. Arrête. Donc, j'ai arrêté, mais j'étais toujours dans mon mental et là, je faisais toujours plein de choses. Et donc on en vient justement à la partie hyperactivité plutôt cérébrale, où moi je sais que, là je parle pour mon cas personnel, en fait j'ai toujours eu ce besoin de me remplir. Donc que ce soit de la nourriture ou des informations. C'est finalement, ça revient au même. Donc c'est plus se nourrir mais se remplir. Et c'est toujours plus, et puis c'est un peu un engrenage aussi qui fait que voilà, on se remplit, on est hyperactif, on pense à plein de choses, on fait plein de choses, du coup on se coupe de son émotionnel, on ressent pas, on ressent plus, on est coupé de nos émotions parce qu'il y a un côté qui fait qu'elles sont tellement fortes qu'elles sont pas gérables. Quel type d'émotion, par exemple? Toutes. Toutes les émotions sont plus fortes? Alors, dans mon cas précis, c'est encore particulier parce que je suis hypersensible. Mais mon hypersensibilité, je l'ai cachée justement derrière un mur de personnes dures. Alors qu'au final, je suis au fond quelqu'un de très doux, un bisounours et très empathique. Donc, toute émotion que je sens, que je vois, que je ressens est démultipliée. Mais dans le cadre de la maladie, effectivement, on se coupe en fait de nous-mêmes. Et il n'y a plus qu'un mental, il n'y a plus de corps. C'est comme s'il n'y avait plus le corps. Donc les émotions, déjà, elles sont mentalisées, elles ne passent pas par le corps. Ça, c'est des choses que j'ai apprises avec le temps, hein. Évidemment, c'est pas venu tout seul. Et quand j'ai compris en fait qu'une émotion passait par le corps, j'ai compris que j'avais rien compris. Et d'ailleurs, dans cette pathologie, c'est vrai que tout ce qui est plaisir n'existe plus. La joie, elle n'est pas vraiment là, si ce n'est pas du tout. En fait, moi, je me souviens ne pas être mal, ne pas être bien, me dire moi, je crois que je suis heureuse. Mais parce que j'avais rien pour être malheureuse, finalement. Voilà, c'est un peu biaisé, ouais. Et alors, donc, vous décidez de vous faire hospitaliser. Qu'est-ce qui est le déclencheur, hein, parce que vous dites que pendant longtemps, vous étiez un peu dans le déni. Quel est le déclencheur et en fait, comment ça fonctionne l'hospitalisation? Parce qu'effectivement, dans votre livre, vous expliquez qu'il y a le contrat 1, où en gros, vous êtes un peu comme dans une prison. Ah, la prison, c'est plus libre que ça. Ouais, voilà. Ouais. Et effectivement, ça fait un peu peur. Et en fait, quand on lit le livre, on se rend compte que non, en fait, ça a un vrai intérêt. Vous nous expliquez ça? Oui, bien sûr. Donc la première question, le fait d'avoir... En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, moi ça m'est souvent arrivé de me réveiller la nuit avec tout à coup une nouvelle idée, un nouveau projet ou autre. J'ai un peu eu ça avec le fait de réaliser que j'étais malade. Je sais pas, un matin, je me suis dit, mais en fait je suis malade. Et j'avais pas compris ça. C'est bizarre. En fait, peut-être que j'ai accepté finalement, que j'ai intégré ça parce que je le savais au fond de moi ou du moins inconsciemment. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit que en fait, j'avais vécu jusque-là, j'avais essayé de m'en sortir finalement,
mais j'y étais jamais arrivée toute seule puisque j'en étais toujours à ce stade différent forcément parce qu'on évolue, parce qu'on grandit, parce qu'on acquiert de la maturité, parce que de l'expérience, etc. Mais j'ai vraiment eu ce constat de ok, en fait j'ai besoin d'aide. Je crois que pour moi le fait de dire j'ai besoin d'aide, c'était énorme parce que je ne demande jamais d'aide à personne. J'ai toujours été très indépendante depuis même mon enfance. Et là, j'ai commencé à me renseigner sur les différentes cliniques qui existaient. Le principe de la clinique, j'étais pas du tout en phase en fait initialement. Et finalement, j'ai compris, suite à plusieurs échanges avec des psychiatres spécialisés, que c'était ce qu'il me fallait. D'ailleurs, j'ai eu un entretien avec un psychiatre d'une clinique qui a voulu m'admettre très rapidement. Sachant que, en fait, les cliniques de ce genre-là sont très... il y a des longues listes d'attente. Oui, on ne pourrait pas croire comme ça. Mais parfois, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait pas. Donc forcément, s'il y a une personne qui est entre la vie et la mort parce qu'elle ne pèse pas assez lourd, elle va peut-être être priorisée ou alors elle va être envoyée à l'hôpital pour être sondée pour recevoir de la nourriture par intraveineuse. Mais s'il juge que la personne n'a rien à faire dans cette clinique, elle continue son chemin ailleurs et voilà. Donc moi j'ai eu ce déclic, j'ai fait des recherches, j'ai eu des échanges, on était en janvier, en février je prenais ma décision, alors c'était un peu un jour blanc, un jour noir, parce qu'il y avait 2 endroits qui me semblaient bien. Un qui était plutôt ma zone de confort, puisque j'avais le droit de sortir, j'avais le droit j'avais une certaine liberté. Et l'autre, c'était enfermement, pas possible d'échanger avec des personnes, pas de téléphone, pas d'internet. En gros, on m'enfermait dans une chambre pendant X semaines, durant ce fameux contrat 1, qui est le contrat que tout le monde a à l'entrée de la clinique. Et en fait, selon notre comportement, si on reprend du poids, si on est dans le soin, si on a cette volonté d'avancer, si on est motivé pour guérir, alors il décide de passer en contrat 2. Contrat 2, on a le droit de sortir de sa chambre. Ah oui, je reviens sur le contrat 1. En fait, vous êtes toute la journée dans votre chambre. Le rythme de la journée est très simple. 7h30 à peu près, quelqu'un vient taper à la porte, vous ferme les toilettes. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'anorexiques, boulimiques, donc beaucoup se font vomir. Donc on vérifie que vous n'ayez pas de contenant. Ça, c'est étape 1. Étape 2, 10 minutes après, on vous sert le petit déjeuner. C'est un morceau de pain avec un morceau de beurre, un café ou un thé. Voilà. Après, pour celles qui sont vraiment en sous-poids, dans la matinée, il y a des collations hyper caloriques, hyper protéinées. 1 fois, 2 fois, 3 fois, selon le poids de la personne, selon son évolution, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent beaucoup de compléments et qui ne prennent pas de poids, parce que le corps il s'est tellement habitué que c'est dur de prendre du poids. Après, donc, en fait, la journée est rythmée autour des repas. Vers midi, on vous sert votre plateau, qu'on vient débarrasser une demi-heure après. L'idée, c'est que le plateau soit terminé. S'il n'est pas terminé, vous ne passerez pas en contrat suivant. Donc, c'est un peu le dilemme. L'après-midi, il ne se passe rien. Le soir, dîner vers 19h, à plus ou moins une demi-heure, on vous enlève votre plateau. Et puis voilà. Quel est l'intérêt d'être, c'est la question que je me posais, on vous retire votre portable, d'être coupé, de ne pas pouvoir sortir de... Quel est l'intérêt thérapeutique d'être comme ça, coupé de tout? Je pense que c'est une invitation réelle à se centrer et à se tourner vers soi. Parce que bien souvent, les personnes sont tellement vers l'extérieur, vers les autres, vers l'activité, etc., que finalement, il n'y a aucune focalisation sur soi-même.
Donc pour moi, c'est quelque chose de très bien. Vous l'avez senti, vous, petit à petit? Comment vous l'avez senti d'ailleurs? Alors, moi, j'étais déjà dans cette démarche depuis à peu près une année. Mais effectivement, le cocon, au début, les premiers jours, c'était un peu compliqué. Parce que les automatismes, le téléphone, j'en ai plus. Il faut que je mette le réveil. Ah mince. Ah oui, c'est vrai qu'on m'a demandé d'acheter un réveil. Ok. Enfin voilà, des choses comme ça. Mais in fine, justement, c'est quand je suis passée en contrat 2 que je me suis rendu compte que mon téléphone était source d'anxiété. Parce que c'était bien d'avoir des contacts avec l'extérieur et autres, mais dès que j'allumais mon téléphone, je l'avais de 9 h à 18 h, enfin il y a des horaires aussi. Déjà, les personnes de notre entourage veulent nous parler, veulent échanger avec nous, veulent nous appeler, et en fait ça fatigue. Moi je me rendais compte que ça me fatiguait, physiquement même, parce que j'étais au téléphone, parce que je devais réfléchir, mais pas réfléchir, parce que réfléchir, je sais très bien le faire, mais c'était plus garder la concentration, traiter plein de messages, de mails, et en fait, je me dis, mais je préfère presque ne pas avoir mon téléphone ces 2 jours par semaine, parce que ça me fatigue. Et j'étais quasiment plusieurs fois à la limite de dire, je ne le prends pas. Alors que ça ne vous fatiguait pas du tout avant? Non, mais je ne m'en rendais pas compte. Et c'est vrai que finalement... Après, ça, c'est un sujet, on va dire, actuel, c'est qu'on est tous sur nos téléphones, qu'on y est peut-être beaucoup trop longtemps, et ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Mais pareil, c'est encore quelque chose qui nous éloigne de nous-mêmes et qui distrait bien, voire beaucoup, trop. Voilà. Et alors, ce passage en clinique, donc vous avez franchi toutes les étapes. Oui. Vous êtes resté combien de temps? Alors, j'y suis restée au total 4 mois, ce qui représente une hospitalisation plutôt courte. Il y a des personnes qui restent 6 mois, en moyenne, 6-8 mois. Après, tout dépend de votre comportement, de votre adhésion aux soins, de votre volonté, comme je disais, de guérir, de solliciter le personnel soignant pour avancer, pour échanger, etc. Après, mon avis personnel, c'est que c'est bien d'y rester, mais qu'il y a un moment justement où il faut se dire qu'il faut sortir. Parce que c'est un cocon de sécurité. On a besoin de penser à rien, ce qui est plutôt agréable. Et du coup, on pense forcément moins à la nourriture. Enfin, oui et non, parce qu'on y pense moins, parce qu'on n'a plus à préparer, à faire de courses, etc. Mais on attend finalement ce moment-là de la journée qui vient rythmer un peu. Après, au contrat 3-4, il y a des activités, il y a d'autres choses. Donc, les journées sont un peu plus remplies. Mais effectivement... Oui, on est dans un espèce de cocon de sécurité où on n'a plus de responsabilité, c'est appréciable. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 4 mois? Parce que au-delà du cocon de sécurité, vous aviez des rendez-vous très réguliers avec des psys. Oui, oui. Alors, les 15 premiers jours, psychiatre, c'était tous les jours. Ensuite, 1 jour sur 2. Donc, c'est quand même très régulier. Psychologue, là, on était sur un rythme... 2 fois par mois. Pour moi, c'est clairement pas assez. Et alors justement, dans vos échanges avec les psychiatres et les psychologues, j'imagine que vous avez beaucoup parlé de votre histoire, de votre vie, de votre enfance. Oui. Vous avez découvert des choses sur vous? Alors oui, effectivement, j'ai pu un peu aller plus dans la source de la maladie, compris, on va dire, le pourquoi du comment, pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là. Et je pense que c'était nécessaire. Ça m'a aidée. Après, au-delà de ça, de manière globale, c'est vrai que l'hospitalisation, pour moi, a été très utile pour couper vraiment le quotidien. Et en plus, j'ai pas précisé, mais moi, j'étais un peu une mamie à la clinique. Les personnes qui se font hospitaliser souvent ont entre 16 et 25 ans, plus ou moins. Donc moi, c'était vraiment un cas à part.
Alors, je pense que ça peut être top pour des jeunes de ces âges-là, parce que elles ont des pathologies peut-être depuis peu de temps, donc ça peut se rectifier. Cependant, quand on se fait hospitaliser, on nous le dit clairement, l'hospitalisation, c'est 10% de la guérison. Donc, c'est un point de départ, je dirais. Mais derrière, c'est pas terminé. Et c'est après, je pense qu'il faut vraiment... L'hôpital, la clinique, c'est un passage, c'est bien, mais c'est un échantillon. Ensuite, la vraie vie, c'est carrément autre chose. Et il faut être bien préparé, à mon sens. Et moi, c'est un peu ce qui m'a manqué à la clinique. Donc, je me suis fait mon petit plan de sortie, etc., parce que je suis très organisée, un petit peu perfectionniste, voilà. J'aurais aimé, je pense, si j'avais pu à la clinique, vraiment préparer la sortie. Alors, il y a eu ils appellent ça des permissions de test. C'est-à-dire que plusieurs fois, mon psychiatre me disait, demain, vous sortez de la clinique, vous allez acheter une brioche et vous la mangez, vous rentrez. Voilà, je rentrais, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Demain, vous allez à la piscine. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pourriez ne pas réussir dans cette action? À manger la brioche. Pardon, d'accord. Oui. Ouais. Vous allez à la piscine. Vous allez au cinéma, vous prenez des pop-corn. Des trucs, c'est des choses du quotidien finalement. Mais c'est compliqué à faire pour une personne qui a des troubles du comportement alimentaire. Qui plus est, qui est bloqué dans sa chambre, qui a envie de faire du sport à fond, de se dépenser, mais qui ne peut pas. Mais ça prouve aussi au corps et au mental que c'est pas parce que tu manges une brioche qu'en fait tu vas prendre du poids. C'est pas parce que tous les dimanches matins, tu as un croissant plus ton pain habituel au petit déjeuner que tu vas prendre du poids. Non, non, c'est faux. Donc c'est très confortant à ce niveau-là. Ce passage en clinique, surtout qu'il y a quand même une durée qui est assez longue pour, je pense, ancrer des nouvelles habitudes. Quel type de nouvelles habitudes, justement, vous avez appris là-bas? Varier les repas. Parfois, manger un plat très gras le soir. Et c'est OK, en fait. C'est OK, personne n'est mort, tout va bien. Le lendemain, on se réveille, ça va toujours bien. On a faim, comme si on avait mangé léger. On ne prend pas de poids. Voilà, après, oui, évidemment, j'ai pris un peu de poids à la clinique. C'était un peu le but aussi. Oui, c'était un peu le but aussi. Après, qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, peut-être, je me souviens qu'avant de sortir, il fallait que je montre à mon psychiatre 2 semaines de menu que je devais préparer moi-même sur la base de ce qu'on mangeait à la clinique. Chose que j'ai faite, mais du coup, les repas n'étaient pas spontanés, mais je pense que j'avais besoin aussi de cette nouvelle habitude. Après, c'est dur de ne pas retomber dans ces travers d'avant, c'est-à-dire que j'avais l'habitude de manger tel yaourt de telle marque, telle viande de telle marque, enfin voilà, il y a des choses très précises. J'ai réussi à enlever beaucoup de choses, clairement. Maintenant, il y a des vieilles habitudes qui peuvent très vite revenir. Ça, c'est le piège. Le piège pour pas mal de personnes boulimiques, avec le recul, je le sais, c'est qu'elles vont sortir, elles font une soirée, elles boivent, elles mangent gras, du coup elles culpabilisent, elles se font vomir et vite elles retombent dans la spirale. Et c'est vrai que dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de dire à la clinique c'est reparti. Parce que là, on va prendre des mesures vite et ça peut effacer ce qui s'est passé. J'ai des personnes autour de moi qui ont été dans ce cas et elles ont su rebondir rapidement. Mais c'est vrai que finalement, cette zone de maladie est une zone de confort, surtout quand on la vit depuis très longtemps. Donc le fait de retomber dedans, finalement, c'est facile. C'est plus facile que d'avoir la volonté de rester motivé, de guérir. Alors c'est se faire plaisir, mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour une personne qui a cette pathologie. C'est pas du plaisir, ça va tout de suite être de la culpabilité. Donc moi, avec mon mental, j'ai bien réussi à contrer cette petite voix qui est toujours là et qui nous gâche la vie.
J'ai pas gagné à tous les coups, hein, ça c'est normal, parce que le chemin il est long. Et je pense que plus la maladie est installée, plus le chemin pour en sortir est long. Maintenant, quand on goûte aux bénéfices d'en sortir, en fait, on se rend compte que on n'est plus dans un mode survie, mais qu'on vit vraiment. Et ça, pour moi, ça va de prix, en fait. C'est tellement génial. Et ça en vaut tellement la peine. Avec le recul, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis fait autant de mal? Pourquoi? Et pour finir, vous parlez en fait plusieurs fois en fait, dans le livre des psys qui parlent de votre confiance en vous, de votre estime de vous-même, qui vous font lire le livre de Christophe André, que j'avais lu aussi, Libre, imparfait et heureux, et puis un autre sur l'estime de soi, je ne sais plus lequel. Et en fait, on se rend compte un peu au fur et à mesure des pages que quand vous dites j'étais pas capable de me faire plaisir, mais parce que vous accordiez pas de valeur quelque part. Ah, aucune. On n'a aucune estime de soi. Notre estime, elle vient des autres, en fait. Finalement, on ne sait pas trop qui on est. La confiance en soi, on va dire qu'elle est relative. En tout cas, pour tout ce qui touche au corps, elle n'est pas forcément là. Un point important aussi, c'est l'acceptation de soi, finalement, qui va un peu venir chapeauter tout ça, qui est la base. Alors que ça semble évident pour n'importe qui. Oui, j'ai des boutons, oui, j'ai de la graisse là, oui, machin. C'est normal. Mais pour une personne qui a ce genre de pathologie, en fait, tout est dramatique. Alors que si on apprend à vivre avec et se dire, ok, je suis comme ça, et qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Rien du tout. Et petit à petit, quand on comprend ça et qu'on commence à l'intégrer, on se rend encore compte qu'on est passé à côté de l'essentiel en fait. Et pareil, ça fait partie du long chemin, mais c'est au fur et à mesure que ça se fait. C'est voilà, des pages à tourner finalement. Moi j'ai mis un temps fou par exemple à me séparer de mes vêtements en taille 32. Alors je sais pas, c'est parce que j'avais l'espoir inconscient de vouloir rentrer de nouveau dedans, parce que je les aimais, mais un jour je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Ça servira mieux à quelqu'un d'autre. Donc je m'en sépare. J'ai réussi à le faire, mais sur le coup, c'était pas évident. Pareil, j'avais une batterie de photos de moi squelettiques. Quel intérêt? Mais j'arrivais pas à les supprimer. Un jour, je me suis dit, mais ça sert à rien en fait. Mais pour moi, à l'époque, c'était un peu comme une victoire. Alors que ça avait rien d'une victoire, en fait, c'était un total échec. Et puis il y a un culte de la minceur aussi. Si vous avez, c'est une question que je vous pose, mais si vous n'avez pas conscience que votre valeur, elle ne tient qu'à vous, elle ne tient pas qu'à votre image. Si la société vous dit pour être aimé, il faut être mince, je vais être mince. Mais si la société vous avait dit autre chose, vous auriez fait autre chose. Ah mais c'est clair. D'ailleurs, j'ai fait un énorme travail sur mes croyances alimentaires aussi, parce qu'il n'y a pas que les croyances alimentaires. Je crois que, si dans le livre, il me semble que j'en ai noté quelques-unes en retrouvant un morceau de papier, parce que j'ai des dossiers énormes, tout ce qui est suivi de poids, etc. Et j'en avais peut-être 150, quelque chose comme ça. Et c'était, il faut être mince pour être considérée. Si je ne suis pas mince, je ne suis pas parfaite, donc je ne suis pas digne d'être aimée. Et forcément, avec des croyances telles, il n'y a aucune place à la confiance en soi, à l'estime de soi, à l'acceptation de soi. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Mais c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai fait un énorme travail après la clinique, sur vraiment du coaching particulier, sur les troubles du comportement alimentaire. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée, parce qu'on n'est plus dans cet aspect
psychologue où on va aller creuser ce qui s'est passé et voir les impacts que ça a dans le présent. Mais là, on est dans le présent et on va vers le futur et on met en place en fait un plan d'action pour aller là où on veut aller. Et en tout cas, pour moi, c'était très motivant, très stimulant. Et je pense que c'est vraiment un point à développer. C'est dommage qu'aujourd'hui, ce ne soit pas systématique, je trouve. Et pour conclure, les personnes, peut-être il y a des jeunes femmes qui vont regarder ou des gens qui connaissent des jeunes femmes, des personnes qui reconnaîtraient les symptômes que vous aviez en eux, vous leur donneriez quoi comme conseil? Comme premier conseil d'urgence, on va dire. Moi, je recommanderais de s'adresser à quelqu'un qui connaît le sujet. Déjà, ça c'est important. Quelle que soit sa spécialité, mais quelqu'un qui connaît le sujet. Parce qu'il y a énormément de points à travailler, à creuser. Et ça dépendra de chaque personne, mais qu'il y a toujours cette racine émotionnelle qui est là. Que ce soit dans le fait de prendre la place, de ne pas en prendre, de vouloir s'affirmer, de vouloir disparaître. Enfin, il y a toujours des choses, des fils à tirer en fait, qui vont permettre d'en tirer d'autres et de démêler la pelote au fur et à mesure. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte. D'ailleurs, dans le livre, à la fin, il y a des conseils, des exercices, tout simplement des choses que moi j'ai pu essayer qui m'ont été utiles, ou des choses que j'ai mis en place avec des personnes qui ont fait appel à moi pour du coaching, parce que maintenant je me suis spécialisée dans le coaching des troubles du comportement alimentaire, tout simplement parce que je pense que c'est ma vocation, c'est ça moi qui a été mon moteur pour faire ma formation de coach initialement, parce que j'aimerais crier au monde entier que en fait c'est tabou, mais ça ne devrait pas l'être, que c'est une vraie maladie et qu'on peut mettre des moyens en œuvre pour y arriver et pour éduquer en fait aussi la société au fait que c'est une maladie et c'est pas juste une histoire de manger, pas manger en fait. Ça se résume pas du tout à ça. C'est juste un symptôme, ça. Ah, oui, c'est juste un symptôme. Et j'ai à cœur de pouvoir accompagner des personnes sur leur chemin vers la guérison, vraiment. Je mettrai de toute façon toutes vos coordonnées dans le descriptif pour les personnes qui veulent vous contacter. Avec plaisir. Merci beaucoup, Justine. Merci.